such a sour note, John. You are way off key. Merci Philippa d'être là avec nous. Ben, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous. On va commencer tout de suite sur l'ouvrage. Je vous rassure, après on fera tourner le micro et puis vous aurez pas mal de questions. Enfin, vous aurez la possibilité de poser des questions. L'idée, c'est qu'on passe ensemble un beau temps autour de la littérature, de l'ouvrage, de la santé mentale, évidemment, qu'on va longuement aborder. Je présente par avance toutes mes excuses aux professionnels qui sont nombreux. C'est pas mon métier, mon métier, c'est de lire des livres. Alors, si parfois j'utilise le mauvais terme, Philippa, vous n'hésitez pas à me reprendre. Et en second temps, vous avez le droit de me reprendre aussi. Je préférais que ça soit Philippa. C'est pas mon genre. Sauf si vraiment vous allez trop loin, mais... Oh, c'est juste les termes. Je veux faire attention avec ces personnes. On a un problème de mots avec ce sujet. Et effectivement, ce sujet, les mots sont compliqués. On va pas commencer par le début de votre ouvrage. Tout simplement parce que je trouve que commencer par la chronologie, c'est aussi un bon moyen de voir un petit peu ce qu'il y a dans votre ouvrage, et par votre premier internement à 20 ans. Je trouve qu'il est déjà très révélateur de beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu déjà ? Bah, c'est vrai que dans l'ouvrage, à un moment donné, je fais un flashback dans lequel j'explique. Je pense que ce flashback, il me sert aussi à expliquer au lecteur pourquoi j'ai ce rapport-là aux soins. Et donc je raconte un épisode, je crois que j'avais raconté quand j'étais venue à Mussidan, où la première fois que j'ai vécu une crise maniaque, c'est le mot qui est mis dessus en psychiatrie. Moi j'ai tendance à appeler ça l'expérience de la folie ou la décompensation, enfin en tout cas, ou l'expérience du délire. On a un problème de mots, donc j'essaie d'utiliser différents mots. Chez moi, c'est des crises qui sont très quand même d'une grande intensité. Et à un moment donné, malheureusement, il y a beaucoup de paranoïa qui émerge. Donc, qui dit beaucoup de paranoïa dit beaucoup de peur. Et je me suis retrouvée délirante dans la rue. Et donc, à un moment donné, des policiers sont venus me voir. Et je raconte ça. Et moi, j'ai dit aux policiers, laissez-moi tranquille, sur un ton très enfin, même peut-être un peu agressif. On ne dit pas laissez-moi tranquille à des policiers, vous savez. Ça, en fait, j'ai un scoop pour vous, n'essayez pas, ça ne marche pas. Et j'ai même essayé de partir et en fait ils n'ont pas du tout lâché l'affaire. Et c'est vrai que là c'est la première prise en charge que j'ai vécue, je savais pas ce qui m'arrivait. J'ai été plaquée au sol, j'ai été menottée et j'ai été d'abord emmenée dans un premier hôpital où j'ai fait semblant de dormir tellement j'avais peur et j'arrivais pas à décliner mon identité. Ça aussi je le raconte dans le livre, comment ma parole est empêchée. Et sur le moment, j'y parviens pas, alors je fais semblant de dormir, je pense qu'ils savent que je fais semblant de dormir. Et donc, il n'y a pas eu de dialogue. Et j'ai appris plus tard que je suis tombée sous le coup d'une loi qui dit que quand quelqu'un n'est pas en capacité, et retrouvé délirant dans la rue, et n'est pas en capacité de décliner son identité, en tout cas à Paris, ils ont trouvé de bon ton de m'envoyer dans un endroit que je ne vous conseille pas non plus, c'est comme dire laissez-moi tranquille à un flic, il ne faut pas. L'infirmerie de la préfecture de la police de Paris, qui est une sorte de garde à vue psychiatrique, et j'ai eu la mauvaise idée. D'ailleurs, le policier comme j'étais assez insolente dans le camion qui m'amenait là-bas, j'étais menottée, je faisais des blagues sur la police, ça non plus, a priori, on ne le fait pas dans un camion de police. Mais il y a de l'humour dans le texte, je crois aussi. Hein. Il m'a dit fais attention parce que là-haut, on rigole pas. J'ai pas compris sur le moment, et puis après, quand je suis arrivée là-haut, j'ai compris. Donc j'ai été déshabillée tout de suite, mise pour la première fois dans ce fameux pyjama bleu, déshabillée par deux grands bonhommes, vraiment sans aucun ménagement. Puis ils m'ont enfermée dans une pièce, et moi, comme j'étais très agitée, j'avais extrêmement peur. J'essaye aussi de décrire, parce que j'avais à cœur d'essayer de rendre compte de cette peur, parce que ça m'impressionne encore aujourd'hui à quel point j'ai eu peur dans ces moments-là. Et j'ai commencé à cogner contre la porte. Et ça non plus, ça se fait pas à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris. On ne cogne pas contre la porte. Cogner fort, avec mes poings, avec mes pieds. Et donc 4 personnes sont arrivées, des hommes, hein, c'est toujours des hommes.
avec une ceinture en cuir, c'était un objet assez impressionnant, et puis des poignées sur les côtés. Et donc ils m'ont passé cette ceinture en cuir et ils m'ont bloqué les poignets. Puis moi j'ai continué à taper, il me restait mes pieds. Voilà. Et puis à un moment donné, ils m'ont emmené voir une psychiatre et je lui ai dit, madame, je vous demande d'appeler mon père. Là, tout d'un coup, je pense que je commençais à avoir des petits élans de clarté où je me disais, là, il faut quand même que je sorte. Et elle a refusé et je lui disais, est-ce que vous avez des enfants ? Madame, qu'est-ce que vous diriez si on traitait vos enfants comme vous êtes en train de me traiter là ? Je me souviens très bien d'avoir prononcé ces paroles et j'en parle dans le texte. Et c'est une réaction que j'ai eue plusieurs fois pendant mes hospitalisations sans consentement. Le côté « allez maintenant, ça suffit ». Et là, carrément, je suis passée de la chambre fermée à l'isolement, à l'infirmerie de la préfecture. Enfin bref. Et donc là, matelas au sol, sans drap, ils m'ont plaqué au sol, ils m'ont piqué. Et j'ai dormi sans doute assez longtemps. Et normalement, on ne reste pas, je crois, plus de 48 heures dans ce lieu. Mais moi, c'était le 14 juillet. Donc je crois que j'ai eu droit à 72 heures ou un peu plus longtemps. On m'a expliqué ça à la sortie. Et c'est vrai que je raconte cet épisode. C'est des choses qui m'ont évidemment beaucoup marqué. Surtout que vraiment là, à ce moment-là, à 20 ans, c'était la première fois que ça m'arrivait et que je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'arrivait. Je n'avais pas la moindre idée que des réponses comme ça puissent exister. Et je raconte cet épisode-là alors que j'emmène le lecteur avec moi pendant ma 3e hospitalisation sans consentement. Et il est probable que ce premier épisode ait en partie déterminé la perception que j'avais du soin psychiatrique. Et je raconte aussi... J'essaye de raconter dans le texte comment je suis en résistance et comment je me suis fabriquée contre le système qui était supposé me soigner à cause de ce premier moment et puis aussi de ceux qui ont suivi. C'est bien pour ça que je vous posais la question, c'est à quel point c'est fondateur ce moment-là. Moi j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin parce que je sais que vous faites de la formation et que vous... Est-ce que depuis, alors moi c'est un retour que j'ai de beaucoup de mes amis soignants, est-ce que vous avez essayé de faire la formation auprès de la police ? Est-ce que vous savez si ça a changé un peu ? Parce que généralement, c'est eux qui rencontrent les premiers cas de délire. Et vous avez évoqué la délicatesse, même si visiblement il y a un petit jeu de regard qui se passe à un moment. En tout cas, la plupart ne sont pas formés sur cette thématique-là. Il m'est arrivé quelque chose de très touchant. J'ai commencé à faire de la formation en 2013. Et les premières formations que j'ai animées sur les sujets de santé mentale et de handicap psychique, je les fais dans le monde du travail, aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques. Et j'ai eu une mission à la mairie de Nice. J'ai fait plusieurs formations de 3h30 pour les agents de la mairie de Nice sur la thématique du handicap psychique. À l'époque, quand je faisais ces formations, je ne disais pas que j'étais concernée, j'y allais en tant que formatrice. Et un jour, pendant l'une de ces formations, parce que j'ai animé plusieurs sessions de formation sous le même format, sont rentrés dans la pièce 7 ou 8 policiers en uniforme. Et voilà un moment intéressant parce que il s'est passé plusieurs choses. Déjà, à un moment donné, il y en a un d'entre eux qui a dit quelque chose qui m'a touchée. Il m'a dit « Parfois, nous, on intervient auprès de gens dont on voit bien que c'est pas ce qui se joue d'habitude qui est en train de se jouer. » Il l'a pas dit exactement comme ça, mais on voit bien que c'est pas ça qu'il faudrait qu'on fasse, de dégainer des menottes et de plaquer les gens au sol, mais on ne sait pas comment faire autrement. Donc, je n'ai jamais formé de policiers depuis, mais j'ai eu en face de moi des gens en tout cas une personne qui a évoqué ça. Et je ne sais pas comment c'est venu. Ce que je faisais souvent en formation avant, quand je ne disais pas que j'étais concernée, c'est que je prenais des exemples de choses qui m'étaient arrivées et je disais, je vais vous donner l'exemple d'un jeune homme, par exemple, que je connais, et je leur ai dit, voilà, quelqu'un qui a été emmené, menotté à l'infirmerie de la préfecture de la police de Paris. Et je lui raconte, et là, il y en a un qui m'a arrêté, qui m'a dit, attendez, l'infirmerie psychiatrique de la police de Paris, même nous, on y rentre en tremblant. Et moi, j'étais un peu séchée comme ça. Je dis, bon, je continue ma formation. Mais c'est pour dire que j'ai déjà... Enfin, voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue. Et toutes ces expériences sont très réparatrices, en fait. Parce qu'eux ne savaient pas
que j'étais concernée, mais d'entendre un policier avoir cette honnêteté de dire, en fait, on voit bien que c'est pas ça qu'il faudrait qu'on fasse, on voit bien que c'est pas quelqu'un qui... Parce que moi, je commettais aucun délit. Je criais. On n'est pas censé crier dans la rue. Mais voilà, et donc c'était touchant d'entendre ça, mais depuis, j'ai jamais formé des policiers. On va faire un saut dans le temps, si vous voulez bien. Cette fois-ci, vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes dans un McDonald's, il est 1h ou 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est le moment de votre nouvelle crise, c'est juste avant votre 3e internement à la demande de votre père ou de vos parents. Nouvelle crise, là vous allez jusqu'au bout. Vous voulez bien nous raconter un petit peu, puisque vous le racontez dans l'ouvrage? En fait, le livre s'ouvre sur cette scène au McDo. Je suis au McDo de la rue du Renard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui a précédé, c'est, à mon avis, plusieurs semaines de presque ce que moi j'ai vécu comme une traque et ce que mes proches ont dû vivre comme quelque chose d'absolument épouvantable, de par l'inquiétude que ça a dû générer. Et moi, j'étais... voilà. Et là, c'est un peu le moment où j'ai plus rien. De toute façon, j'ai tout dépensé. Je suis aussi dans un état psychique qui me permet pas d'aller plus loin. Et j'appelle mon père. Moi, j'ai l'impression de l'appeler pour lui demander de l'argent, mais en fait, bon, pourquoi est-ce qu'on appelle dans ces moments? Ça reste mon père quand même. Et il vient me chercher alors que je suis en train d'avoir des propos complètement incohérents auprès d'un Espagnol qui n'y comprend rien, qui me dit qu'il parle pas français. Et moi, je dis que bon, si ça se trouve, il ment. Et donc, je continue à lui parler. Et donc là, j'appelle mon père et il vient me chercher dans ce McDo. Ça fait des jours et des jours qu'il essaye de faire en sorte que tout ça s'arrête. Il est extrêmement inquiet. Et il m'emmène en voiture. Et quand je suis rentrée dans la voiture, il bloque les portes et il me dit « Bon, maintenant, ça suffit, on y va ». Et c'est ça aussi que j'essaye de raconter à ce moment-là. C'est qu'est-ce que ça veut dire. J'essaye de décrire l'état dans lequel je suis. Qu'est-ce que c'est que cette expérience tellement particulière du délire, de sortie hors du réel. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on le vit. C'est presque... J'essaye de faire monter le lecteur en manie, je sais pas, un petit peu, hein, j'essaye de l'emmener dans cet état et puis aussi du coup pour lui faire vivre ce que nous on vit à ce moment-là, c'est-à-dire le choc de la confrontation de cet état-là à allez, c'est fini maintenant, on y va et on va se faire enfermer. Et voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de décrire et d'écrire. Juste avant, et vous le dites encore une fois, hein, vous avez eu vraiment une crise très forte. Alors, je ne sais pas quel est le bon terme, vous dites maniaque. Maniaque, c'est le mot de la psychiatrie. Ça s'appelait autrefois, moi j'ai donc un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, psychose maniaco-dépressive autrefois. Après, c'est toujours intéressant de demander aux personnes qui l'ont vécu quel terme ils utiliseraient. On a tendance à dire, même parfois avec le souci de déstigmatiser, mais non, la folie, ça veut rien dire, fou, ça veut rien dire. C'est vrai que moi, j'ai eu l'impression de faire l'expérience de la folie plusieurs fois. Et j'ai pas de problème avec ce mot-là. Quand on dit faire l'expérience de quelque chose, ça veut dire qu'avant, on n'est pas fou, et après, on n'est plus fou. Mais sur le moment, ce qu'on vit, c'est quelque chose de tellement atypique et inimaginable sur le plan psychique, composé par tellement des hallucinations, des perceptions, un rapport au monde qui est complètement bouleversé. Et donc, là, on a un endroit où les mots manquent pour décrire ça. Et manie, c'est le caractère purement pathologique de la chose, mais moi, je trouve qu'il y a dans cette expérience-là, certes un caractère pathologique, mais aussi bien d'autres aspects. C'est une expérience humaine très, très forte, pendant laquelle on vit des choses à la fois terribles et dangereuses. Et là, effectivement, ça, il faut pouvoir le canaliser, mais aussi... Voilà, je décris des expériences mystiques très fortes, un rapport à la création qui surgit, et même un rapport au monde, une manière d'être concerné tout d'un coup par tout, une forme d'empathie qui devient tellement forte qu'elle est douloureuse, une manière d'être
En plus, moi, j'ai fait des études d'histoire, donc dans ces moments-là, je revisite l'histoire, je lis des biographies, la guerrière mystique que je suis veut sauver l'humanité en prenant comme armée les artistes. Il y a un délire avec l'art. Je me dis, bah non, on va pas faire couler le sang, on n'a pas besoin. Regardez la force de l'esprit qui est partout. Et je vais dans les librairies, à la Fnac, et je lis les tranches, sur les tranches des livres, le nom des auteurs, et j'ai l'impression d'aligner mes armées. C'est vraiment très... Je vais dans les musées, je lis les noms des peintres, et je dis, voilà, j'ai tout le monde derrière moi. Je ne sais pas très bien exactement contre qui, contre quoi je me bats, mais et c'est très... C'est marrant parce que vous avez une vision très claire de la chose. C'est quelque chose que vous faites en pleine conscience? Ah ben C'est-à-dire non. que là, vous avez un souvenir incroyable de ça? Mais je pense que nous nous souvenons de beaucoup de choses et que nous ne le disons pas pour deux raisons. Déjà parce qu'on ne nous interroge pas, parce que ce sont des symptômes pathologiques et donc le but est de casser la crise, de casser les symptômes, et on n'estime pas qu'il y ait des choses que l'on vit dans ces moments-là qui méritent d'être considérées et revisitées. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Je la trouve trop... Enfin, je la trouve non seulement trop courte, simpliste, mais aussi peut-être destructrice. Parce que du coup, tout ce qui se passe de précieux finit en cendres. Et donc, tout est dur et il ne reste plus que la maladie. Donc, on ne nous interroge pas. Et puis, moi, je me souviens très bien que j'ai eu tendance... Après, par exemple, le premier épisode à 20 ans, à dire je me souviens pas. En fait, parce que de toute façon, vu la manière dont on nous prend en charge, vu la réponse qui nous est donnée, on n'a pas de place pour parler de ça. Si on dit je suis une guerrière sacrée et j'aligne mes armées dans les librairies, on va me dire oui, allez, on va retourner dans la pharmacie. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut trouver comme molécule pour mettre un terme à ce genre de propos. Donc, on ne raconte pas, en fait. On ne le dit pas, mais je pense qu'on s'en souvient très bien. Et c'est marrant parce que, on va peut-être y venir, mais moi, pour parler de ces états-là, j'ai créé un personnage qui s'appelle la guerrière. Et depuis que je vais faire des rencontres, et on parle de la guerrière dans les rencontres, et il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, moi, c'est marrant, je l'aurais appelé le moine. Ah, moi, c'est marrant, c'était la lionne. » Et je me suis dit « Oh là là, mais comme on pourrait faire un bel atelier d'écriture autour de « Mais quel est ce personnage ou comment le qualifieriez-vous » cette espèce d'énergie terrible qui se réveille et qui essaye toujours de se qualifier quand même. Et ce serait vraiment un beau travail à faire... pour réexplorer tout ça. Alors on va en parler tout de suite de la guerrière. Elle est passionnante. Alors on ne sait pas bien, ou plutôt moi j'ai pas bien saisi. Est-ce que c'est votre alter ego? Est-ce que c'est un personnage fictif que vous créez? Est-ce que vous voulez bien la présenter, la guerrière en l'occurrence? Elle est présente dans l'ensemble de l'ouvrage. C'est un deuxième narrateur. Ou plutôt non, c'est le deuxième personnage. Ouais, je parle d'elle à la je dis elle est comme ça, elle parle comme ça, elle s'habille comme ça, elle fait ça, elle fait ça. En fait, je me suis demandé, j'ai essayé, j'avais à cœur d'essayer de décrire justement cette expérience de la folie et d'en montrer à la fois le côté terrible, mais aussi d'autres aspects. Et donc, la guerrière, elle m'a servi à ça. Et je me suis dit, dans ces moments-là, comment tu qualifierais cette... c'est pas un autre soi-même, c'est une autre manière d'être au monde, en fait. C'est que tout d'un coup, je me prends pour quelqu'un d'autre. Enfin, en même temps, tout en étant moi-même. Mais il y a une espèce de grande guerrière mystique, c'est exactement... Je viens de la décrire. Hein. Et donc, elle, sur le moment, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'émerge une partie de moi dont je n'avais pas connaissance, dont on ne m'avait jamais parlé, des capacités, des perceptions que j'ignorais complètement, et ça se traduit sous cette espèce de... Et c'est la guerrière, quoi. J'ai choisi ça parce que c'est vrai que ça fait de moi quelqu'un qui est dans une forme de combat, qui... Je sais pas trop comment... Comme un dédoublement, peut-être? En fait, c'est pas vraiment un dédoublement, mais peut-être, mais parce qu'un dédoublement de personnalité... Je ne saurais pas trop, les mots manquent un peu là, mais en tout cas,
Quelqu'un? Un alter ego. Un alter ego. Oui, c'est un alter ego. Oui, c'est peut-être ça. Hein, c'est un alter ego, c'est ça. Et alors, un alter ego qui a d'autres passions, notamment une qui est la question du sacré. Ah oui. Alors, c'est amusant parce que moi, à la lecture, j'ai pensé évidemment à Femme qui courait avec les loups, beaucoup de textes autour du chamanisme, autour de la spiritualité au sens large du terme, Gaïa, enfin, il y a vraiment ce côté-là très féminin et sacré. Il y a quand même quelque chose qui se joue là-dedans. Oui. Vous y avez réfléchi? C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Moi, j'ai beaucoup réfléchi parce que justement, j'étais très heurtée par la manière dont la réponse qui est faite au sein de la société dans laquelle je vis, le regard porté sur cette expérience, c'est vous êtes malade, vous souffrez d'un trouble bipolaire de type 1 et vous devez prendre des médicaments. Et moi, j'ai toujours pensé, et ça ne vient pas en opposition à cette chose-là, hein, mais j'ai toujours pensé qu'effectivement cette expérience avait une valeur et j'ai eu à cœur de la revisiter. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup cherché sur Internet, essayé de trouver des textes, écouter des conférences, et j'ai découvert évidemment le chamanisme, mais il y avait un site Internet qui venait d'être créé à l'époque qui s'appelait l'INRES, qui a été créé par Stéphane Alix. Et ce qu'il avait comme ambition, ce site, c'était de parler justement de spiritualité en expliquant que c'était des choses qui en fait existaient depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, il y a eu des chamans, il y a eu des voyants, il y a eu des gens qui avaient des capacités de perception particulières. Dans toutes les grandes traditions religieuses, il y a des mystiques. Il y a une voie mystique. Il y a une voie mystique dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme. Donc en fait, il y a vraiment et moi j'ai vraiment beaucoup exploré ça. J'ai beaucoup écouté par exemple une émission sur France Culture qui s'appelle Les Racines du ciel, qui est accessible. Et là, ça parle de tous ces sujets-là. J'ai aussi beaucoup, moi à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu une conférence de Fabrice Midal qui n'était pas du tout connu comme il l'est aujourd'hui et qui avait créé l'école occidentale de méditation, qui donnait des séminaires extrêmement passionnants où il transmettait les enseignements d'un maître du bouddhisme tibétain qui s'appelle Chogyam Trungpa. Et les livres de Chogyam Trungpa m'ont beaucoup intéressée parce que j'ai découvert que, en fait, le bouddhisme, c'est une spiritualité, mais c'est aussi une lecture psychologique de l'être humain. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans cette approche, c'est l'idée que tout est travaillable. Et c'est qu'en fait, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut découvrir ce qui se passe, entrer en relation avec ce qui se passe et essayer justement d'établir une relation la plus saine possible et de transformer ce qui est douloureux pour pouvoir le faire exister. Et ça nécessite une forme de très grande compassion pour soi-même aussi, et donc ça commence par soi-même. Et à partir de la lecture de Chogyam Trungpa, j'ai commencé à pratiquer la méditation d'une façon très sobre, et ses enseignements et la pratique de la méditation m'ont permis de revisiter mes expériences d'une façon très rigoureuse, très exigeante, parce que justement, comme chez moi, ça avait pris une tournure très délirante, j'avais vraiment à cœur de trouver des voies ancrées et pragmatiques. Et donc, le chamanisme, évidemment, je me suis intéressée, mais moi, je me suis dit, Philippa, toi, il faut que tu puisses ancrer tout ça dans la réalité, et si un jour tu veux pouvoir le faire exister, il faut que ce soit dans le réel, dans la vie quotidienne, dans la manière de dire bonjour, dans la manière de dire au revoir, de façon très concrète. Parce que comme il y a ce potentiel d'ouverture très très forte et très très violente, et qu'il y a sans doute plein de choses à soigner encore pour que ça puisse exister sereinement, cette voie méditative et la rigueur des enseignements de cette branche-là du bouddhisme m'a beaucoup aidée. On va revenir à quelque chose de plus terre-à-terre et difficile, et ça va peut-être être le moment de tension. On verra. On verra. Vous arrivez dans un monde du non-sens. Véritablement, c'est ce qui ressort à la lecture. On ne vous dit pas bonjour. On ne se présente pas. On ne vous explique rien.
Ce monde-là de la psychiatrie, au moment où vous arrivez pour votre 3e internement, on le prend de plein fouet avec votre écriture. On a l'impression qu'on vous déshumanise complètement, qu'on n'est plus dans le monde civilisé. Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme ça, donc c'est pour ça que je le raconte comme ça. Et donc voilà, j'en fais pas une généralité. Malgré tout, j'ai quand même entendu beaucoup de mes pairs partager cette impression. Donc il n'y a pas que moi, même si ça reste une expérience et qu'on ne peut pas en faire une généralité, mais c'est vrai que voilà, je raconte comment j'ouvre les yeux après avoir été médicamentée. Je m'en souviens plus, donc je suis ça me met dans un état physique très particulier quand même. Les médicaments qu'on nous donne dans ces moments-là, on a la bouche pâteuse, on a les yeux qui n'arrivent pas à s'ouvrir, on a le corps qui est ralenti. Et quand je vais pour pousser la porte je ne sais pas où je suis quand j'ouvre les yeux, mais en même temps, ça a l'air d'un copier-coller de l'I3P, de la première expérience. Donc il y a un côté complètement terrifiant. J'ai l'impression de revenir au même endroit. Et du coup, tout de suite, je suis complètement effrayée. Il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte. Je lui dis, est-ce que je pourrais avoir mon sac et m'en aller? Et il me répond, ben non, il faut vous mettre dans la queue là-bas pour prendre les médicaments. Et ce qui est je pense qu'avec du recul, je pense que tout le monde a peur. C'est comme si on a peur de nous parler. On a sans doute peur de nous dire où on est parce qu'on sait qu'on va se rebeller. Mais ça, c'est de la post-rationalisation. Ça, je ne le sais pas sur le moment. Mais du coup, voilà, il faut aller dans la queue. Moi, je pense qu'on veut me tuer. Je pense que les médicaments, c'est du poison. Et donc, je suis extrêmement effrayée. Je me demande comment je vais faire pour ne pas les avaler. Je vois les gens qui sont autour de moi. On n'est quand même pas au top de nous-mêmes dans ces moments-là. Il y en a quelques-uns, malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'ils sont là. Il y a quand même des personnages hauts en couleur qui, après, vont m'inspirer beaucoup de tendresse et d'intérêt. Mais sur le moment, au départ, quand j'arrive, et c'est vrai que ce qui est très frappant, alors, il est possible que moi, je n'ai pas entendu des choses qu'on m'a dites, mais on ne me les a pas dites de façon à ce que je les entende, en tout cas. Et ce qui est frappant, c'est vraiment l'absence de dialogue. Mettez-vous dans la queue pour prendre vos médicaments. Et en fait, j'ai tellement peur que je dis rien. Je suis dans une paranoïa tellement grande que je me mets dans la queue, je prends les médicaments. Après, c'est aller au réfectoire et je raconte le premier entretien avec le médecin où ce qu'il essaye de me demander, c'est si j'ai arrêté mon traitement. Et il m'annonce que je vais devoir rester là. Et c'est vrai que pendant 3 mois, il y a très peu de contacts. Il y a des infirmiers qui sont là, qui ouvrent, qui ferment. Il y a un interne qui fait une permanence le matin. Et on est tous là comme des gosses à aller lui demander est-ce que je peux avoir les 5 € qu'on a déposés pour moi hier? Est-ce que je peux sortir dans le petit parc fermé en n'étant pas accompagnée? Non, il faut que vous soyez accompagnée. Est-ce que je peux avoir mes affaires? Est-ce que je peux avoir mes vêtements? Non, pyjama bleu, oui, vêtements. Bon, au début, le pyjama bleu, parce qu'après on finit par nous rendre quand même nos vêtements. Mais j'ai pas le souvenir d'un échange significatif. Ça a duré quand même plusieurs mois et aucun souvenir, à part avec une infirmière de nuit, oui. Parce qu'on se levait la nuit et que je la trouvais vraiment sympa parce que déjà elle nous laissait rentrer dans la salle où elle était et elle nous disait bonsoir et souvent on avait faim et elle essayait de trouver une compote ou du pain. Et ça je me souviens et elle faisait ça, tenez, voilà, est-ce que j'ai ça et bon bah voilà, ça je m'en souviens et je trouvais que c'était gentil. Est-ce que, là d'un coup c'est le lecteur qui revient, ou un lecteur professionnel, mais vous vous rendez compte que vous ne donnez pas un nom de soignant? C'est-à-dire que vous avez les soignés, c'est des portraits qu'on va suivre, et je vous invite à les lire, parce qu'ils ont chacun des histoires, ils ont chacun une folie, pardonnez-moi le terme. Non, mais moi j'ai pas de problème avec ce terme, je vous ai dit. Mais par contre, pas un des soignants n'est identifié. Vous ne donnez pas un prénom, pas un nom, et c'est pas sur une base de l'anonymat. Je pense sincèrement que vous voulez montrer à quel point c'est déshumanisé. Alors j'ai entendu le nom de quelqu'un que je n'ai jamais vu, du chef de service, qui était le chef de service. Je le dis pas le nom oui. dans le livre. Je le connaissais. Ce nom-là, je le connaissais. Je le dis pas par souci oui, parce qu'on va pas, ça sert à rien. Je me souviens pas d'autres noms. Je m'en souviens pas. Il se présentait pas non plus. Non.
j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui me... Bon, alors peut-être que quelqu'un m'a dit bonjour, je suis docteur. C'est possible. C'est possible une fois qu'il y ait quelqu'un qui m'ait dit ça. Je l'exclus pas non plus complètement, mais en tout cas, moi, je me souviens pas. Et alors, c'est sûr qu'après, il y a aussi... Oh, j'ai éteint. 1, 2, c'est bon. Il y a aussi, quand on écrit, on utilise des procédés pour signifier des choses. Hein, bien. Voilà. Donc, mais c'est effectivement significatif de mon vécu. Si j'essaye de creuser, je me souviens de visages. D'ailleurs, il y a une infirmière que je dis une infirmière blonde qui ressemble à Barbie. Oui. Mais j'étais étonnée par cette femme parce qu'elle était très apprêtée, elle était pimpante. Et ça tranchait un peu avec les lieux. C'est pas péjoratif, hein, c'était... Et alors, on s'arrête justement sur les noms. Il y a un intitulé, une manière de vous appeler que vous ne supportez pas. Et votre obsession dans l'ensemble de l'ouvrage, et je pense que ça révèle énormément, c'est Mademoiselle. Alors, je pense qu'il y a du jeu littéraire, parce que j'ai du mal à croire que tous vous appelez Mademoiselle. Il y a un jeu littéraire, oui. C'est un procédé, oui. C'est quelque chose qui est extrêmement fort dans l'ouvrage. Vous ne supportez pas que les infirmières, médecins vous appellent Mademoiselle. Ben, quand ils me disent Mademoiselle, je réponds. Moi, c'est pas Mademoiselle, c'est Madame. Et il y a aussi la guerrière, là. Hein, elle est un peu grandiloquente. Appelez-moi Madame, s'il vous plaît. C'est aussi une manière de signifier que j'ai à cœur qu'on me respecte. Et je dis, je suis mariée, j'ai des enfants, appelez-moi Madame. Et c'est aussi une façon, effectivement, quand on parle de jeu littéraire, c'est sans doute pas arrivé autant de fois que bien que ce soit dommage de dire ça, je trouve. Mais en tout cas, c'est une manière pour moi de signifier le fait qu'on n'est pas entendu, le sentiment de ne pas être considéré. Et même, je vais vous dire, moi c'est pas mademoiselle, c'est madame, ça peut être interprété comme un symptôme. Alors parce que c'est marrant, moi à la lecture j'étais convaincu que c'était pour parler du fait qu'on était infantilisé dans ces endroits, rajeuni au sens de la responsabilité, de l'expérience, de la capacité de, vous le décriviez vous-même, on vous distribue, on vous donne le droit de... Je pensais que c'était aussi en opposition avec ça. Bah c'est, bien sûr, ça participe. Peut-être que vous avez vu quelque chose que moi, dont j'avais pas conscience en écrivant, mais effectivement, vous avez vu quelque chose. Mais c'est ça, l'infantilisation, bien sûr, il y a une c'est au-delà de l'infantilisation, il y a une forme d'abus de pouvoir. Mais je crois pas que ce soit pensé comme tel, mais c'est ce qui se passe. Effectivement, qui peut aller de l'infantilisation à la condescendance. Oui. Que la parole de celui qui délire, la parole de celui qui hallucine, la parole de celui qui est désespéré n'est plus considérée comme une parole d'être humain au même titre que les autres. C'est aussi très réduit à son caractère pathologique. Est-ce que, continuons la psychologie de bas étage, de bistrot, vous l'appelez comme vous voulez, est-ce que ça révèle aussi que vous aviez un autre statut que votre première expérience de jeune demoiselle de 20 ans, étudiante en histoire, et d'un coup vous voulez signifier, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis plus dans le même état, et on le verra à la fin de l'ouvrage d'ailleurs. Ça vous aide aussi, cet autre statut. Oui, bien sûr. Après, c'est la réalité aussi, parce que ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il se passe quelque chose d'étonnant pendant ces crises maniaques. Ça aussi, ce serait pas mal de pouvoir le récupérer comme effet. C'est que je rajeunis physiquement, beaucoup. C'est étonnant, parce que alors que dans la vie, en règle générale, on me dit pas que je fais moins que mon âge, dans ces moments-là, quand je dis mon âge, on me dit toujours oh, « tu fais moins ». C'est incroyable, ça a un effet lifting. Alors, je sais pas, non mais c'est très étonnant, c'est vraiment étonnant. Donc du coup, on m'appelle plus facilement mademoiselle, parce que même à 31 ans, j'ai l'air plus jeune. C'est comme si le visage de mes 20 ans, enfin, je n'irai pas vérifier si ça referait ça aujourd'hui, j'ai pas l'intention, mais il y a aussi ça. C'est que, en plus, je pense que je m'habille un peu différemment. Mais bon, dans les couloirs, j'ai pas non plus une garde-robe
très étoffé, même si je me suis arrangée pour récupérer quelques fringues quand même. Mais bon, il y a ça aussi. Et c'est vrai que à cet internement-là, bah, j'ai 31 ans et je suis mariée, je suis maman de 2 enfants, c'est la réalité. Donc quand je dis, moi, c'est pas mademoiselle, c'est madame, bah, c'est aussi une manière aussi de résister, de leur imposer une forme de respect. J'ai pas beaucoup d'outils pour faire ça. Donc le moindre... Mais en fait, au fur et à mesure, je comprends qu'il faut que j'arrête de faire ça. Parce que toute forme d'affirmation de soi peut nous être préjudiciable. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a sur le moment. Alors ça, c'est quelque chose qui est passionnant. C'est-à-dire qu'au tout début de l'ouvrage, dès lors qu'on vous appelle mademoiselle, même en fiction, vous réagissez. La guerrière réagit. Oui, la guerrière. Et puis au fur et à mesure, vous réagissez plus, en l'occurrence, parce que vous avez compris que l'opposition pure ne vous amènerait que des ennuis. C'est quelque chose que vous vouliez démontrer, c'est-à-dire qu'en fait, on sape comment dire, l'opposition. Ah ben, il faut surtout pas s'opposer, et toute forme d'opposition est interprétée comme un symptôme. Par exemple, il y a un cas qui est très marquant, c'est quand vous vous moquez d'une des médecins, je crois, par rapport à son âge, justement, on y revient. Oui. Et vous estimez qu'il y a une sanction automatique. Ah ben, c'est vraiment, en fait, c'est un moment déjà particulier, parce qu'imaginez, je suis enfermée dans ce couloir depuis plusieurs semaines, et en plus, comme je suis agitée, j'ai pas droit aux visites au départ, pendant plusieurs semaines, j'ai pas le droit de sortir. Donc, et puis, on voit peu de médecins, mais il y a juste, à un moment donné, ce qu'on appelle une visite universitaire. Et moi, je sais évidemment pas ce que c'est les autres patients qui vont m'informer. C'est un groupe de 10 personnes en blouse blanche qui passent de chambre en chambre avec un médecin qui est en train de les former. Mais moi, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Et en fait, tout contact avec les médecins, dans mon esprit, je veux qu'on me laisse sortir. Donc mon but est de les convaincre que je suis plus que normale pour qu'ils me laissent sortir le plus rapidement possible. Je n'ai pas d'autre obsession. Et donc cette visite universitaire, alors qu'on voit très peu de médecins, qu'on a très peu d'opportunités de prouver sa normalité, il y a une ambiance très particulière. Tout le monde reste dans sa chambre. Il y a manifestement des patients qui restent un certain temps avec les médecins et les professionnels du soin qui évoluent de chambre en chambre. Donc c'est extrêmement long et on doit pas bouger de notre chambre parce qu'on attend le collège des soignants qui vient étudier notre cas. Et donc quand les 10 personnes rentrent dans ma chambre et on ne nous présente pas les gens qui sont là, et il y a un médecin, une femme médecin qui s'avance, qui s'assied sur mon lit et qui me dit « Alors, comment allez-vous » Et alors même que je n'avais qu'une obsession, c'était d'être calme, je lui dis « Mais enfin, vous êtes qui exactement pour me demander comment je vais ? Vous pouvez quoi au juste, à part m'empêcher de voir mes enfants et me prescrire des médicaments ? Vous êtes qui pour m'expliquer quelle est la solution pour moi ? » Et je lui dis « Est-ce que vous avez des enfants ? Je suis sûre que vous n'avez pas d'enfants. Moi, vous parlez à une femme qui est maman. » Enfin, je m'emballe sur un truc comme ça. Et c'est-à-dire, effectivement, je lui dis, vous avez quel âge ? 39 ans ? Et en fait, vous voulez que la vérité, c'est que, je dis, je la vieillis pour la faire chier, mais c'est pas que pour la faire chier, c'est parce que j'en reviens pas d'avoir quelqu'un d'aussi jeune en face de moi. C'est-à-dire qu'elle a mon âge, et elle a ce pouvoir de ma liberté. Et ça me déconcerte le rapport aux internes à ce moment-là. Donc je la vieillis aussi parce que je me dis c'est pas possible qu'elle soit si jeune, je dois me tromper. Et elle se lève, elle dit bon, ok. Et elle sort. Et le lendemain matin, il y a un infirmier qui vient me voir et qui me dit venez avec moi, on va dans votre chambre. Et je lui dis j'ai pas besoin de vous pour aller dans ma chambre. Il me dit venez avec moi. On va dans votre chambre, vous allez être enfermé 2h30 tous les matins dans votre chambre. Et c'est parfaitement arbitraire. Il n'y a aucune justification. Et elle ne viendra jamais me voir ou me parler de quoi que ce soit. Et c'est très frappant. Après, en travaillant avec des équipes de soins dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai pu comprendre d'où venait
Non, mais malheureusement, se sont fabriquées certaines croyances, certains principes, une certaine conception du soin qui a justifié ces pratiques et qui fait qu'aujourd'hui, quand on essaye de dire dans certains cas qu'il faut faire évoluer ces choses-là, il y a des résistances. C'est pas simple. Parce que ça veut aussi ça veut dire aussi, à un moment donné, faire accepter à des gens de prendre conscience qu'ils ont été maltraitants. Et eux, ils n'ont pas cette intention. Ils n'ont pas cette... Il n'y a pas les gens qui sont là. Ils ne se disent pas, on va maltraiter les gens. C'est ça aussi que j'ai... Mais sur le moment, c'est vécu comme ça. Et en plus, sur des gens, parfois, qui, comme moi, sont parano, alors autant vous dire que c'est comme s'ils venaient... vraiment, oui, vous avez raison. C'est terrible aussi la façon dont ça alimente la paranoïa. Mais c'est vrai que là où j'ai eu vraiment besoin de déposer tout ça, et je pense que je prends ma part aussi dans le livre. Hein. Attention, parce que je ne suis pas facile à gérer quand même. Hein. Donc ça, on est quand même des sacrés zozos dans ces moments-là. Il faut quand même... Et je prends ma part. Et je pense que je donne à tout le monde sa part. Il ne s'agit pas... Et j'espère que c'est un texte qui réussit à être sur une ligne de crête où quand même on s'aperçoit que tout ça est extrêmement complexe, douloureux, et que ça met tout le monde dans une grande difficulté. Et maintenant, la question, c'est comment on peut ensemble se poser la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ce soit moins douloureux pour tout le monde. Voilà. On va aborder un sujet plus complexe. On était bien là déjà. Pardon. Et vous m'arrêtez à tout moment. C'est votre famille, évidemment. Votre père et votre mère ont l'air de vous le dites vous-même, vous présentez votre père comme un roc. Ils vous ont aidé, parce que vous en parlez beaucoup, c'est vraiment presque les premiers membres étrangers de tout ce corps-là. Oui. C'est ceux que vous citez le plus, en tout cas. Oh ben mes parents, il y a plein de choses, parce que il y a plein de paradoxes, parce que quand je suis en état maniaque, je suis très dure avec mes parents. Ma paranoïa, elle est beaucoup dirigée contre mes proches, et donc c'est pour ça aussi que mon père est obligé de me faire hospitaliser sous contrainte. Sinon, il m'aurait emmené dans un service ouvert, dans un lieu beaucoup moins compliqué. Mais dans ces moments-là, manifestement, il y a une forme de colère qui se dirige contre mes proches. Elle est complètement infondée et en même temps pas, parce qu'il y a toujours dans les familles des blessures, une complexité, des choses extrêmement subtiles qui se jouent, et c'est comme si dans l'état maniaque, tout d'un coup, je prenais conscience de certaines douleurs, de certaines violences, et que ça prenait un caractère complètement exacerbé qui fait que tout d'un coup, mes parents me font peur, que je les diabolise. Donc tout ça est quand même très dur pour eux, je leur dis des choses très dures, par moments aussi des choses extrêmement brutales, parce que j'ai une forme d'acuité qui fait que je vais leur balancer au visage des choses que eux, ils ont sans doute en eux, mais qu'ils essayent de maîtriser, d'enterrer, et que la violence avec laquelle je peux leur dire certaines choses parce que j'ai plus de filtre, tout ça est dur, vraiment on vit des moments durs ensemble, avec mon père qui signe, avec tout ce que ça peut représenter. Évidemment, je le lui reproche, je le lui fais payer, je raconte la première fois qu'il vient me voir, je lui dis des choses très dures, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que mes parents ont toujours été là, qu'ils n'ont jamais arrêté de m'aimer, et surtout qu'ils ont, à plein d'endroits, joué un rôle extrêmement important dans mon rétablissement, fait et dit des choses qui m'ont beaucoup soutenue et beaucoup aidée. Et donc, je fais un portrait de mon père et un portrait de ma mère dans ce texte, qui essaye de rendre hommage à ça. Parce que c'est beau que, malgré le chaos et toute la difficulté que ça ait pu représenter, ce soit l'amour et le soutien qui l'ait emporté. Et dans ma famille, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je voulais rendre hommage à ça. Vous faites très bien en l'occurrence. Et même pour les petites choses,
Alors visiblement, votre maman est dealeuse de douceur sucrée ou chocolatée. Oui. Votre père, c'est plus les clopes, visiblement, et Ouais. les briquets. Alors, je suis désolé pour le corps médical que je vais... Ne fumez pas, mais J'ai passé mon temps à lire votre livre en fumant clope sur clope. Chaque moment de cigarette dans ce livre est un moment de liberté. c'est ça. Alors, c'est terrifiant, je suis navré, j'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes qui écoutent, mais visiblement, ce plaisir des petites choses, on va l'ouvrir si vous voulez bien. Oui. En hôpital, c'est essentiel. C'est quelque chose qui structure, qui permet de la sociabilisation, un petit bout de musique, de la lecture évidemment, cette petite cigarette, ce chocolat. Qu'est-ce que ça fait du bien? Bah, c'est vrai que c'est pas la cigarette, c'est la meilleure amie de l'interné sous contrainte en psychiatrie. Hein. C'est notre plus grand soutien. Hein. C'est vraiment ma meilleure copine là, dans ces moments-là. Enfin oui, et on passe notre vie à planquer les clopes, à s'échanger des clopes. Et c'est vrai que c'est des moments de soulagement très très grands. Les moments où on ouvre le fumoir et où on peut fumer. Mais il n'y a pas que les clopes, c'est vrai. Il y a les parfums. Bon, alors moi, ça, c'est mes trucs à moi. Hein. Tout ce qui sent bon, les bains moussants, Oui. les vêtements, la féminité. Ça, c'est mes armes. Les abdos fessiers. Voilà, c'est mes armes à moi. Et j'essaye aussi de créer plein de petits espaces de clarté parce qu'il y en a. C'est dans ces espaces où tout est fermé, où tout est sombre, il y a aussi plein d'interstices. En tout cas, moi, j'en ai vécu beaucoup d'interstices de poésie, de relations avec les autres patients. Et puis, toutes ces petites choses que je mettais en place pour essayer de résister. Et c'est vrai que mon père, quand il me déposait des affaires, alors que c'était interdit, il planquait des clopes dans les chaussettes. Parce qu'il savait que... autant il m'avait fait hospitaliser sous contrainte, autant il en avait absolument rien à foutre que je fume alors que c'était pas permis. Et il les faisait en sorte que ce soit possible. Et ma mère, elle mettait dans les sacs de la crème pour le corps et des petits parfums pour me réconforter. Donc voilà, ils pouvaient rien faire d'autre, ils pouvaient pas me voir, ils pouvaient pas me parler, ils avaient signé une contrainte, mais ils faisaient tout pour que... j'ai accès, c'est des choses sur le moment, je m'en suis pas forcément rendu compte à quel point c'était des actes d'amour, j'étais pas en capacité, j'étais quand même très habitée par la guerrière, j'étais très en rébellion, très en colère d'être enfermée, mais avec le après-coup, je mesure, et plus je suis apaisée, et plus je peux mesurer à quel point ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour m'apporter du soutien. Et ma mère, elle m'amène du chocolat la première fois qu'elle vient me voir. On parlait de chocolat. Eh oui. Et puis moi, il y a le moment qui m'a fait pleurer. Ah. C'est l'arrivée de Paul. Ah, Paul. Ah bah moi, j'ai... Alors Paul, c'est votre aîné qui a 3 ans à ce moment-là. C'est le moment où on est à la toute fin. Ils arrivent très tard. Oui. Ils sont chez Tout leurs simplement parce grands-parents. qu'ils n'avaient pas le droit, même légalement, de venir vous voir. Ou c'est parce que vous vouliez justement les éloigner de cet univers. On passe vraiment la moitié du récit seul avec vous. Ils ne sont pas là, ils sont absents. Ben non, alors personne n'avait le droit légalement de venir me voir, même au départ, même mes parents. Donc, moi, je trouve qu'il s'est passé quelque chose de formidable avec mes enfants. Je suis très reconnaissante de ça. C'est qu'ils ont été emmenés chez leurs grands-parents et ils sont restés 3 mois. Le temps qu'il a fallu chez leurs grands-parents qui s'en sont très bien occupés. Et donc, ils n'ont pas vu j'ai pas eu de comportement excessif devant mes enfants. Et puis surtout, mes enfants, c'est ce que je raconte dans la visite de Paul, ce que j'ai découvert, parce qu'ils n'étaient pas nés les 2 premières fois, c'est qu'ils ont un pouvoir formidable dans ces moments-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on me met face à mes enfants, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, c'est pas dit dans le texte, mais j'en ai refait une de crise après, où j'ai pas été hospitalisée sans consentement. Mon ex-mari, à ce moment-là, a pris la décision de me laisser les enfants. Et il a bien fait parce qu'en fait, face à mes enfants, tout d'un coup, je vois que ça va pas du tout là. C'est les seuls qui sont en capacité de me faire voir que ah non là, je saurais pas exactement. Même s'il y a la guerrière qui est à fond, en face de Paul et Félix, au bout d'un moment, quand je vois la façon dont je me comporte,
cette manière d'être une mère qui n'est pas du tout caractéristique de la façon que j'ai d'être une maman d'habitude. Et j'ai dit d'ailleurs, bon ben là je vais y aller, je vais aller à l'hôpital. Et c'est ce que je découvre la première fois que Paul vient. Je raconte, son père l'amène au bout de quelques mois, pas longtemps après la sortie. Il vient me voir dans les jardins de Sainte-Anne. Et je raconte, parce que je me souviens très bien de ce moment, effectivement, qu'on a passé ensemble. Surtout, il y a un moment très beau, c'est-à-dire que vous parlez en permanence du regard qu'on vous renvoie. Oui. Enfin, de l'image, pardon, qu'on vous renvoie. Oui. Votre ex-mari, il n'ose pas vous regarder dans les yeux. Chacun vous renvoie une image très différente. Et en l'occurrence, pour un petit garçon, bon, vous êtes la maman. Ah bah lui, c'est maman. Hein. C'est maman, c'est évident. Bah ouais, il n'a pas la moindre idée, la psychiatrie s'en fout. Ça fait juste longtemps qu'il m'a pas vue, je lui manque. Bah lui, il me regarde pas du tout bizarrement. Il me saute dans les bras, il me dit maman, on joue. Lui, il s'en fout de tout ça. Et il a juste retrouvé sa maman. Et je me permets, il y a un passage d'une très grande justesse. On vous en a peut-être déjà parlé, moi j'ai trouvé que c'était le moment le plus fort de l'ouvrage. C'est quand vous évoquez que vous ne voulez pas leur mettre cette responsabilité. Que visiblement c'est quand même une pierre, une encre, ce que vous voulez, un socle très dur pour vous, très solide. Mais pour autant qu'à aucun moment vous voulez leur mettre la responsabilité de votre santé, de vous avoir sauvé. C'est extrêmement beau comme texte, j'ai trouvé ce passage-là. Il est très fort. Bah oui, parce que je dirais pas mes enfants m'ont sauvé la vie. Mais quoi que ça m'est arrivé de dire, je leur ai donné la vie et eux, ils ont tenu la mienne, quoi. Leur existence, en fait. C'est pas eux, ils ont rien d'autre à faire que d'exister. C'est ça que je dis. C'est-à-dire, ils ont pas besoin de me sauver la vie, ils n'ont pas besoin de rien faire pour m'aider, ils existent. C'est ça qui me sauve. C'est pas eux. Ils n'ont pas à agir comme ceci ou comme cela. Ils n'ont aucune responsabilité face à ce qui m'arrive. C'est ma responsabilité. Mais ils existent et ça change tout. Dernière question pour ma part, préparez-vous. Vous terminez sur un événement qui m'a surpris. Et puis j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je l'ai compris. Vous me direz si je me suis trompé ou pas. Vous terminez notamment sur votre divorce. Quelques années un an plus tard, 6 mois. Oh, vite fait, hein. Oui. Non, je me trompe. Non, et on a. C'est 2 ans, 3 ans. Non, moins. Oui. Moins. Vous n'étiez pas obligé de le mettre. Dans la narration, c'est pas pertinent. Pardon. Laissez-moi terminer ma phrase. Je pense que c'est pas ça qui... Pardon. Non, c'est juste que... C'était pas absolument nécessaire. On sent qu'il y a une volonté qui est différente que juste parler de votre divorce et dire « je suis divorcé ». Ah oui. Est-ce que vous voulez nous dire que certaines personnes ne sont pas capables d'affronter la maladie, ces différentes épreuves-là? Moi, je l'ai compris comme ça, ce dernier chapitre, qui est surprenant. Ah, oui. Enfin, c'est sûr que pour le père de mes enfants, ça a été vraiment... C'était trop. C'était trop, ça. Là, je pense que ça atteignait... c'était pas possible. Il n'a pas su faire, on n'a pas su faire, on n'a pas su, il n'a pas su. J'ai pas envie de mettre toute la responsabilité sur son dos. Et surtout, je pense que ce que je veux montrer en écrivant ça, c'est à quel point ça peut avoir des conséquences lourdes sur la vie. Ça peut faire exploser une vie. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Je pense que ce passage le met pour pas minimiser l'ampleur des conséquences que ça peut avoir sur la vie. Et ça peut briser un mariage, bien sûr. Alors, moi, j'ai dans l'espoir que les choses s'améliorent, progressent, aillent mieux, qu'on parvienne. Mais après, c'est ça, il y a tout ce qu'on peut faire progresser, et puis il y a les gens, et ce qu'ils sont en capacité de confronter ou pas. Et j'ai pas de jugement, d'ailleurs. Mon ex-mari est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on a continué à s'occuper de nos enfants, et sincèrement, je peux comprendre. Il y a des choses que j'ai pas dites dans le livre, que je comprends moins, mais en tout cas, j'ai pas envie de le juger et j'ai pas envie de lui jeter la pierre que tout ça c'était trop pour lui. J'ai pas envie d'être dans le blâme, même si bien entendu ça a pu beaucoup me blesser.
Mais j'ai pas envie, voilà, je trouve c'est important de pouvoir respecter aussi le fait que parfois, c'est trop ça. Dites-moi, est-ce que vous en tirez une force de ça? De tout ça? De la séparation, de vous retrouver seul avec les enfants? Ah ben, on apprend plein de choses dans ces moments-là de la vie. Hein. Ça m'a beaucoup construite d'avoir à traverser des années de vie seule avec mes enfants. Bah oui, j'ai construit mon indépendance, ma vie de femme. Je suis sans doute plus à même aujourd'hui d'aimer mieux quelqu'un, j'espère. Merci beaucoup pour le micro. Merci beaucoup d'être là et d'avoir écrit ce livre que je lis avec grande passion. Il y a une phrase au début qui m'a marqué, dans l'introduction si je ne me trompe pas, cette vulnérabilité que j'ai du mal à accepter. Et c'est une phrase que j'ai gardée pendant tout le livre et à laquelle je repensais à la fin du livre et je me suis dit, est-ce que vous avez vraiment du mal? Il faut l'amener à un endroit où elle devient acceptable aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moi, elle existe d'une façon avec laquelle je peux composer et où je reste aux manettes. Donc, voilà, c'est ça. Le processus de rétablissement, c'est ramener la vulnérabilité à l'endroit où elle devient acceptable et apprivoisable et gérable. Merci. Je travaille également en psychiatrie. Ce que j'ai du mal à comprendre quand on entend un témoignage comme le vôtre, et il y en a beaucoup, ces témoignages-là, et depuis longtemps, et ça continue, c'est pourquoi ça ne change pas, alors que tout est écrit. C'est-à-dire, tout est écrit sur le fait de bien prendre soin des gens. Il y a un seul livre qui me revient en tête, d'Édouard Poudrol, Psychose et guérison, le chemin de la compassion. Très très beau livre. Tout est écrit. Magnifique. Tout est écrit On sur... ne le trouve plus. Non, je sais, j'ai du mal à le trouver, mais tout est écrit. Vous pourrez en citer d'autres. Et les témoignages de personnes rétablies, Patricia Digan, enfin voilà. Donc, les professionnels de santé mentale ont tout le matériel intellectuel pour penser des soins humains et efficaces. Les seuls, finalement, possibles, c'est les soins humains. Sinon, c'est pas du soin. Et pour autant, en France, on va rester dans notre pays, ça a quand même du mal à changer. Donc, comment on fait? Alors, la question, c'était... Parce que la première question, c'est comment ça se fait alors qu'on a tout le matériel? Bah, le savoir et le pouvoir. Où est le savoir, où est le pouvoir? Et puis, changer le soin en psychiatrie, c'est aussi peut-être un peu se mettre au travail. Il faut une volonté. C'est vrai. Dans le sens où, je dis pas que c'est pas un travail de faire des transmissions et de préparer des piluliers, mais c'est autre chose. Les principes du rétablissement sont des principes d'une grande exigence, qui demandent une présence, qui demandent une attention de chaque instant, dans des circonstances parfois complexes. Je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant que ce qui est fait aujourd'hui, mais ça demande un engagement et un travail sur soi et une exigence forte. Donc c'est aussi, et ça demande aussi de remettre en question son pouvoir et ses savoirs. Et ça, on a remarqué depuis quand même très longtemps dans l'histoire de l'humanité que qui a le pouvoir, qui a le savoir, eh ben, ça a du mal à bouger. Donc rentrer, c'est dur, quoi. Mais je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a aussi plein de gens qui en ont envie et qui essayent. Et j'essaie de garder les yeux rivés sur ça et de me dire comment moi et plein d'autres, on peut essayer de se mettre au service de ça. Et je pense que ça... Enfin, j'ai envie d'y croire et en tout cas, moi, j'ai envie de travailler dans ce sens-là, quoi qu'il arrive. Vous avez une question, Justice? Je me suis demandé si tout à l'heure, quand vous parliez de cette notion de condescendance, moi j'ai entendu un peu une notion de soumission, quand même, dans une posture. Et à la fois, je pense à la posture soignante, puisque je le fais aussi. Et me dire que face à la souffrance, même si on a reçu un enseignement, ça ne veut pas pour autant dire qu'on maîtrise un savoir quel qu'il soit, puisqu'on est face à des êtres singuliers. Et que je crois que la souffrance que nous renvoient les patients, ben, ça peut mettre à mal aussi, exactement comme vous disiez, je suis empêchée.
je pense qu'on peut être empêché aussi nous, dans notre rôle de soignant. Et que la vraie idée autour de la parole, comme disait Jean-Luc, c'est peut-être de se dire est-ce qu'on ne peut pas prendre du recul et avec des gens comme vous se mettre déjà et réfléchir. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Je pense qu'il faudrait co-construire les choses. Oui, je reviens à ce que vous disiez auparavant. Alors moi, je suis à la retraite maintenant, mais ex-infirmier psychiatre de secteur psychiatrie. Donc c'est vrai, j'ai pas lu votre livre par contre, parce que ma compagne à côté l'a lu. Moi j'ai pas voulu, parce que je trouve que c'est un peu stigmatiser les soignants. Beaucoup, je dirais. Alors moi ce que je veux dire c'est que j'ai reçu une formation de psychiatrie qui était très bonne à l'époque. On a côtoyé en effet des patients qui avaient les mêmes troubles que vous et qui, on était accompagnants, aidants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une unification du diplôme. C'est-à-dire que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrie a été annulé au profit du diplôme d'état d'infirmier. Donc les gens n'ont reçu aucune formation. Donc c'est bien là le problème. Et voilà, donc je reviens à cette problématique, en effet, de la discussion, à savoir comment prendre soin d'un patient en psychiatrie. Voilà. Quand on n'est pas outillé. Donc je pense que ça a été le cas pour vous. Je suppose, en tout cas, je suppose, et je trouve ça très, très, très dommageable, en tout cas. Oui, c'est dommage, c'est vrai. Voilà. C'est dommage. Et je trouve que, en effet, cette unification du diplôme, ça n'a pas été une très bonne chose. Et on reste... je termine juste là, et je veux dire, il y a maintenant plus d'infirmiers, enfin moi je suis encore un dinosaure dans la formation, et il n'y en a plus beaucoup maintenant. Mais monsieur, tant mieux si vous avez pris soin des gens et que vous avez fait attention à eux. Merci beaucoup pour ça. C'est mon travail. Merci. Moi, j'aimerais vous dire, en tant que personne concernée, que le propos de Philippa n'est pas subjectif, dans le sens où il y a des études scientifiques qui ont été faites sur la stigmatisation. Et je veux dire, ça a été scientifiquement démontré en France que la majorité des personnes concernées, en fait, se sentent stigmatisées par les soignants. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas subjectif son point de vue. Non, ça reflète la réalité d'une expérience vécue par beaucoup de personnes. D'accord, une expérience vécue, mais en tout cas, ce n'est pas la mienne. C'est parce que c'est pas mon expérience. Après, il y a toujours des êtres humains, des individus, je suis d'accord avec vous. Mais dans le ressenti général, en fait, en tout cas, je veux dire, statistiquement, ça a été démontré en France que les personnes concernées se sentent stigmatisées par les soignants. Bon, alors moi, je voudrais vous poser la question, en fait, sur quel levier, comment faudrait-il agir pour que les choses changent? À qui faudrait-il s'adresser? J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière à Bergerac, c'est un film qui s'appelle 12 jours, qui relate, en fait, l'expérience de personnes internées sous contrainte, et qui sont confrontés aux juges de la détention et des libertés. Et leur entretien à ce moment-là. Et ce qu'on voit, c'est l'impuissance totale à la fois des juges, à la fois de la personne soignante qui les accompagne, et des gens eux-mêmes qui ne savent même pas vers quoi se tourner, comment réagir dans cette confrontation-là. Alors je ne sais pas si vous l'avez eu, si vous avez expérimenté ça, mais je me dis que là, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'on... On a l'impression que ces patients sont dans la détresse la plus totale. Voilà. Alors, à l'époque où j'ai été hospitalisée sans consentement, il n'y avait pas encore la mesure qui consiste à voir un juge au bout de 12 jours. Il y a quand même des choses, effectivement, on essaye de mettre en place certaines règles pour améliorer l'accès aux droits et le respect des droits. Et ce n'est pas facile de les mettre en place pour que ça ait du sens et que ça ait vraiment une action. Moi, j'ai commencé à regarder ce documentaire 12 jours de pardon. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'étais déconcertée d'une part
Par le fait que le juge avait au fond pas beaucoup de moyens d'évaluer l'état de la personne qui avait en face. Et j'ai participé d'ailleurs à une étude, à une recherche sur la question de la notification des droits aux patients hospitalisés sans consentement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à ces questions. Déjà, c'est intéressant d'y réfléchir. Et quand j'ai regardé 12 jours aussi, j'ai trouvé, de mon point de vue à moi, que les gens qui étaient en face, pour certains, vraiment, on pouvait se poser la question de la nécessité de l'hospitalisation sans consentement, mais que assez systématiquement, c'était renouvelé. Donc moi, c'est pour ça que j'arrivais pas à aller... Sans questionnement. Sans questionnement. Voilà, sans questionnement. Vous savez déjà, les questions qu'on est en train de se poser là, les échanges qu'on est en train d'avoir là, le fait de se poser la question de la stigmatisation ou pas, le fait de se poser la question de comment on utilise la contention, l'isolement, les principes du rétablissement, la pérédance, l'importance de la parole des personnes concernées. Vous revenez il y a 10 ans, tout ça n'était pas un enjeu ni encore moins dans la société. Là, on a toute la grande cause nationale, l'ensemble de la société. C'était même pas un tabou, c'était un non-sujet de société. Moi, quand je suis tombée malade à l'âge de 20 ans, c'était impossible de parler de psychiatrie, de troubles psychiatriques, tout ça n'existait pas. Et comment on peut faire, vous dites, moi je crois beaucoup à ces piliers du rétablissement. C'est extrêmement intéressant ce qui a été formulé. C'est d'autant plus intéressant que la grande singularité, parce que parfois on nous parle de mouvements dans la psychiatrie humaniste, et c'est vrai que ça existe, et c'est certain qu'il y a eu des gens qui ont eu envie de faire les choses bien depuis toujours. Ça c'est sûr, il y a toujours eu des êtres humains partout qui essayent de faire les choses bien. Mais la grande différence avec les principes du rétablissement, c'est que ce n'est pas des soignants, et ce n'est pas des spécialistes du soin qui les ont formulés, c'est en quoi que ce sont des gens qui ont vécu ces troubles et qui sont devenus, qui se sont formés, qui à la psychologie, qui à devenir infirmier, qui à devenir assistant social, et qui ont formulé de quoi ils auraient eu besoin, des grands principes d'accompagnement, qui ont proposé des outils, et qui se sont aussi rapprochés, qui ont essayé de créer des espaces. Le premier Clubhouse à New York, une femme comme Patricia Digan. Moi, je suis fan de personne sauf de Patricia Digan. Et c'est formidable, parce que là, c'est la part manquante. Et ces grands principes du rétablissement, ils peuvent servir de piliers et de référence à toutes les professions du soin. Qu'on soit psychiatre, psychologue, éducateur, ergothérapeute, infirmier. Si on a ces principes en tête, quel que soit le rôle qu'on a à jouer dans le dispositif, et si on s'y réfère tout le temps, quoi qu'il arrive, encore et encore, on a un gouvernail absolument formidable qui permet de rester à l'endroit de la relation et qui n'empêche pas parfois de prendre certaines décisions. Et c'est pour ça que moi je suis si engagée, et l'un des grands piliers du rétablissement, c'est la pérédance. Et les 5 autres autour desquels on travaille, c'est comment je soutiens l'espoir, alors que la maladie psychiatrique est la maladie du désespoir, et qu'il y a des périodes entières pendant lesquelles on n'a plus aucun espoir, d'où l'importance d'avoir à ses côtés des gens qui nous regardent comme des êtres capables, pour qui quelque chose d'autre peut se passer que cette souffrance-là. Comment est-ce qu'on soutient la redéfinition identitaire, parce qu'une grande crise psychique est une énorme fracture identitaire, qu'on ne sait plus qui on est, qu'on n'a plus accès à qui on est, et que donc c'est très important de permettre à la personne de se reconstituer dans toutes ses dimensions en intégrant la vulnérabilité. Comment est-ce qu'on signifie à la personne qu'elle a des compétences, qu'elle a des capacités? Voilà. Et si on est relié à ça, qu'on soit psychiatre et en position de poser un diagnostic ou de prescrire des médicaments, et qu'on soit psychologue, qu'on soit, peu importe, si on est relié à ça, psychanalyste, peu importe, on va respecter l'intégrité de l'autre et agir au service de quelque chose qui est dans son intérêt. Voilà, mais pendant vraiment quelques années, je ne sais pas, on a quand même cru
que soigner en psychiatrie, c'était poser un diagnostic et casser les crises et donner des traitements médicamenteux. Il y a quand même eu avant, il y a longtemps, je dirais dans les années 60, un mouvement d'antipsychiatrie qui remettait en cause justement. Mais il n'a pas, en France, l'antipsychiatrie n'a pas été... mais mais l'antipsychiatrie, elle va peut-être un petit peu trop loin aussi en disant que c'est que la faute de l'environnement. Mais en fait, ces mouvements-là, ils sont. C'est pour ça, moi, quand je fais des formations sur le rétablissement, je commence. Je ne suis pas historienne, encore moins historienne de la psychiatrie, mais je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de la psychiatrie parce que c'est passionnant et parce que étudier l'histoire, ça permet de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont à un moment donné. Et ça permet aussi d'expliquer certaines choses qui semblaient incompréhensibles. Et du coup, j'ai trop parlé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais on voit bien que que la psychiatrie, déjà, c'est très récent, fin 18e, début 19e, et qu'à chaque étape de son histoire, il y a des choses qui peuvent faire écho à cette dimension du rétablissement. Ça existe, même dans le traitement moral, par rapport à ce qui était là avant. Il y a quelque chose qui essaye de regarder. Mais c'est pour ça que je pense que le rétablissement a une valeur particulière, c'est que tout ça a été formulé par des personnes concernées. Et je crois beaucoup dans l'alliance des soignants, des professionnels et des personnes concernées pour essayer de changer les choses. Alors moi, je me présente, je m'appelle Kevin, je suis infirmier en soins psychiatriques dans une unité de soins intensifs en psychiatrie. C'est comme ça que je me présente aux patients en fait, quand ils arrivent dans l'unité. Moi, j'avais une question très simple. Ne pensez-vous pas aussi que la cité, la population, l'État, peu importe le nom qu'on lui donne, génère la psychiatrie aussi? Sur la question de la stigmatisation, c'est sûr que c'est évidemment que ça joue un rôle énorme dans tout ce sur quoi on a échangé. C'est toute une société qui a détourné le regard de ces sujets-là pendant très très longtemps. Peut-être même moi, est-ce que j'aurais regardé si j'avais pas été concernée? L'asile, ça arrangeait tout le monde, finalement. Ouais. Il n'y avait plus personne. Ouais. Et je sens un peu de fatigue là, je crois. Qu'est-ce que vous disiez en deuxième? Vous avez dit quelque chose. Je me souviens plus. On avait la psychiatrie qu'on méritait aussi. Par rapport à... Oui, mais après, vous avez dit autre chose. Non. Après. Sur la culture aussi, comprendre la vision de la maladie. Oui, non, vous avez dit, moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Ouais. Vous voyez ce livre, je ne l'ai pas écrit pour condamner qui que ce soit, je l'ai écrit parce que à notre endroit, à nous, on n'y vient pas souvent. On nous demande de comprendre la souffrance des soignants, ce que vivent les proches, ce que vivent tout le monde. Mais nous, et en fait, j'ai voulu prêter mes yeux. Et en fait, c'est pas un livre qui condamne, c'est un livre qui veut juste emmener le lecteur à l'endroit de celui qui vit tout ça et de voir qu'est-ce que ça fait. Et tout à l'heure, on m'a dit c'est stigmatisant. Je suis désolée que ce soit stigmatisant. C'est pas mon but que ce soit stigmatisant. Mon but, c'est de raconter dans ces moments-là, moi, j'ose dire un nous, parce que qu'est-ce qu'on peut vivre et comment on peut percevoir les choses. Et il y a peut-être des malentendus qu'on pourrait dénouer. C'est ça. Mais pour pouvoir les dénouer, il faut s'en parler. Il faut se parler, pas forcément le même langage. Vous ne pouvez pas parler le langage de la guerrière, c'est pas souhaitable, vous l'avez dit. Mais vous pouvez. On vous aurait donné une armée française pour aller buter les Anglais. C'est vrai, peut-être. Mais j'aurais fini sur un bûcher, ça aurait pas été vraiment mieux. Mais voilà, donc en fait, je pense que ce livre, je me dis, si c'est un levier de dialogue où on peut essayer de mieux se comprendre et de voir là où on ne se comprend pas. Parce que, je veux dire, comme je dis, on prend notre part. C'est pas facile. On est ingérable dans ces moments-là, en partie. Mais on peut peut-être essayer de faire en sorte que ce soit un peu moins brutal pour tout le monde. En tout cas, on peut essayer. Merci beaucoup, Philippa.
You came at the Make Friends Hour. Patients who behave are permitted to congregate in this corridor. They call it the street. Gives them a chance to make new friends. The women have their street, too. I used to work in the female wing, but the nympho ward got too dangerous for me.